Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, faut-il se libérer du travail? Évidemment que oui. Donc, nous allons traiter ce sujet de dissertation de manière assez libre, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une introduction en bonne et due forme. Je vais simplement, indiquer quelques éléments de manière rapide afin que voilà, ça ne nous occupe pas plus de 2 semaines. Donc 5-6 heures grand maximum, hein. Faut-il se libérer du travail? On va commencer par aborder, une fois n'est pas coutume, la notion qui constitue le thème du sujet, la notion de travail. Donc, on renvoie souvent le travail à son origine étymologique. Il semblerait, mais c'est loin d'être certain, c'est pour ça que je ne vous recommande pas d'en parler dans vos dissertations, si jamais vous avez une dissertation sur le travail au bac blanc ou au bac tout court, il semblerait que le mot travail remonte à une racine latine qui est celle du tripalium, 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 qui euh, était un instrument, tripalium comme Tripalium, un instrument qui servait à immobiliser les esclaves ou les prisonniers qu'on allait torturer. En gros, c'était un système où il y a une sorte de trépied, si vous voulez, où on attachait chacune des jambes euh, à, euh, à, à, à deux branches du trépied et il y avait une colonne pour maintenir le type immobilisé. Qu'indiquerait cette origine étymologique? Que le travail est d'abord une contrainte qui immobilise nos forces créatrices, et deuxièmement, qu'on va en baver. C'est-à-dire que le travail est une source de souffrance. Je préfère largement euh, vous référer à une origine biblique, parce qu'à mon avis, elle configure beaucoup plus le concept de travail, elle informe beaucoup plus le concept de travail que cette origine latine. Dans le livre de la Genèse, euh, Adam, évidemment, se fait mener par le bout du nez par Ève, mange du fruit de l'arbre de la connaissance, et ça va très très mal pour lui, puisque Dieu décide d'expulser Adam et Ève du jardin d'Éden. Qu'est-ce qui caractérisait leur existence dans le jardin d'Éden? L'absence de travail. Qu'est-ce qui va caractériser l'existence, les modalités d'existence de l'être humain après la chute, avec un grand C, comme on dit, dans la liturgie catholique, et d'ailleurs chez les juifs aussi? Qu'est-ce qui va caractériser l'existence humaine après la chute? Eh bien, le travail. Euh, Plus précisément, Dieu condamne Adam à travailler la terre. Okay. C'est par le travail de la terre qu'Adam tirera sa subsistance. Et ce travail est vu comme un moyen de survivre et comme une souffrance. Quant à Ève, qui est quand même la principale responsable de la situation, elle sera vouée au travail de l'enfantement, c'est-à-dire à la souffrance créatrice de l'accouchement. On se réveille. Allez,
C'est bientôt fini. Ça va bien se passer, bien se passer. Donc, il y a une ambivalence, si j'ose dire, biblique dans la notion de travail. Premièrement, le travail est souffrance. Deuxièmement, le travail engendre la vie, donne la vie, que ce soit dans le travail de la terre qui assure la survie de l'espèce humaine, et dans le travail de l'enfantement qui assure voilà, la reproduction des générations. Autrement dit, la notion de travail semble unir de manière intime la vie et la souffrance. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le travail si on ne le renvoie pas à des origines, soit étymologiques, soit bibliques? Le travail est avant tout une activité de production. Une activité de production qui est consciente et non pas instinctive. Et avant tout liée à la matière. On parle de travail intellectuel, mais il est clair que c'est de manière dérivée, voire métaphorique, par rapport au travail qui est avant tout un travail manuel. Le travail manuel sert de modèle à toutes les activités de production, y compris donc au travail intellectuel, au service, etc., etc. La preuve en est, par exemple, qu'on va considérer dans la Grèce antique que les artistes travaillent, alors qu'on ne va pas considérer que les médecins travaillent au sens propre du terme. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité productrice de matière dans le cas de l'artiste et pas dans le cas du médecin. Donc activité consciente de production de matière, de travail. Et deuxième grand sens du travail, le travail est une organisation sociale et l'organisation sociale de cette production. Organisation qui passe soit par la contrainte, l'esclavage, le servage, soit par ce que Marx appelle l'aliénation, c'est-à-dire la fabrique d'un consentement de la part de l'ouvrier, ou plutôt chez l'ouvrier de la part du patronat. On va essayer de produire un consentement de l'ouvrier. On abolit l'esclavage, mais c'est pour créer l'ouvrier. On essaie de créer un consentement chez l'ouvrier sur la base d'une illusion. Sur la base effectivement que c'est le travail de l'ouvrier qui va lui revenir. Oui. L'aliénation. C'est ce qu'on avait vu dans le texte de Marx déjà, dans le cadre du cours sur la culture. Et donc on peut se demander si cette dimension de contrainte a totalement disparu. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'esclave et le salarié sur le plan du rapport au travail?
Question que Marx va poser, évidemment, question que Nietzsche va poser. Donc c'est des questions qui, on voit, traversent l'histoire de la philosophie depuis Aristote jusqu'au XXe siècle. Et très clairement jusqu'au XXIe. Qu'est-ce que c'est que la libération maintenant? Qu'est-ce que c'est que se libérer? Se libérer, c'est d'une part sortir du régime de la nécessité. Et libre celui qui ne subit pas la nécessité. Or, déjà, on peut se demander si le travail n'est pas une nécessité vitale. Peut-être que le travail est le mode d'existence propre à l'espèce humaine qui assure sa survie. L'abeille butine, l'homme travaille. La lionne chasse, l'homme travaille, etc., etc. Deuxièmement, se libérer, cela peut vouloir dire s'affranchir d'une contrainte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui ne sont pas nécessaires. Et donc, cela voudrait dire que se libérer du travail, ce serait se libérer de sa dimension contraignante, et donc choisir le travail dans lequel on s'accomplit véritablement. Ça, c'est la perspective marxiste. Enfin, se libérer du travail, ce serait, dans le sens le plus fort, et donc peut-être aussi le plus contestable, donc probablement celui qu'on abordera dans la troisième partie. Se libérer du travail, cela pourrait vouloir dire se libérer dans le travail, par le travail. Faire en sorte que le travail soit une activité libératrice. Excusez-moi, mon masque est en train de s'effilocher. C'est très désagréable. D'où un problème qu'on peut facilement trouver. Là, franchement, c'est très simple. Ah oui, faut-il? Qu'est-ce que ça nous apporte d'analyser ça de manière assez approfondie? Pas grand-chose. À vrai dire, faut-il ici, ça renvoie soit à la question de la nécessité. Est-il naturel ou contre nature pour l'être humain de travailler? Si c'est contre nature, alors il faut s'en libérer. Si c'est naturel, alors il est nécessaire de travailler. Et ça peut avoir une dimension morale. Est-il bon de se libérer du travail? Est-il mauvais de se libérer du travail? Quelles seraient les conséquences morales sur l'être humain que de pouvoir se passer du travail? Ah oui, une dernière remarque. Ça peut être utile de placer au début de l'introduction, surtout quand c'est un sujet comme ça, ça peut être utile de placer dans l'introduction et au début de l'introduction en particulier le sujet dans un contexte historique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du revenu universel? Oui. Qui a déjà entendu parler du revenu universel? Okay. Les autres, il faut s'intéresser un petit peu dans le monde dans lequel au monde dans lequel vous vivez. Le revenu universel, c'est une idée qui a été défendue à la dernière campagne présidentielle par un certain Benoît Hamon. Or, évidemment, il ne s'agit pas d'une critique de l'intellect de ce candidat hors norme. Il se trouve que le revenu universel, c'est une idée néolibérale.
En quoi ça consiste la théorie du revenu universel dans le néolibéralisme? Ça consiste à dire que les économies occidentales, d'ailleurs pas occidentales, hein, la Corée du Sud est le pays le plus robotisé du monde. C'est aussi l'un des pays où le taux de chômage est le plus bas. Donc là encore, on voit que le néolibéralisme se plante assez souvent dans ses analyses sociales. L'idée, c'est que avec la robotisation et le développement de l'intelligence artificielle, il y a un grand nombre de métiers qui vont être détruits sans être remplacés. Pas seulement des métiers de manœuvre, d'ouvriers, mais des métiers de cadre, des métiers de service. J'ai une amie qui est avocate et qui me dit que l'intelligence artificielle dans les métiers du droit, dans les applications par exemple d'aide juridique, ce sont des applications qui sont en train de se développer grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a toute une partie du boulot d'avocat qui est assurée maintenant par des machines. Bien, dans ce contexte de machinisation et d'artificialisation de l'intelligence, il y a toute une partie du monde qui, en plus, on est en pleine croissance démographique, il y a toute une partie du monde qui va se retrouver sans emploi. Et le principe, et pourtant, ça ne nous empêchera pas de créer de la richesse. On n'a jamais autant créé de richesse avec si peu de monde, ce qu'on appelle la rentabilité du travail. Résultat des courses, il y a plein de cash, il y a de moins en moins de gens qui en gagnent et de plus en plus de gens qui concentrent la richesse. Donc redistribuons la richesse sous la forme d'un revenu universel qui permettrait aux individus dépourvus de job, dépourvus d'emploi, de gagner leur croûte, de continuer à consommer. Là, si vous voulez, c'est la manière dont le capitalisme répond à ses propres crises. Étant donné que le capitalisme a tué le travail, en tout cas sous sa forme traditionnelle, et que le capitalisme repose quand même sur la consommation de produits totalement inutiles, inutiles au niveau de vie, inutiles à l'espérance de vie, inutiles à la santé. Il faut qu'on trouve un moyen de continuer à consommer, et ce moyen, ça serait le revenu universel. Okay. Donc, ce qui est étonnant, si vous voulez, dans le programme de Benoît Hamon, ce qui m'a étonné, ce qui n'a pas laissé d'étonner les gens qui ont une petite culture économique, c'est que c'est une idée qui vient plutôt ça veut rien dire d'ailleurs, la gauche et la droite dans ce contexte-là, mais ça vient des libéraux les plus libéraux qui soient. Ça vient de Google en gros, et c'est une idée qui va être défendue par le candidat du Parti socialiste au nom d'un idéal de gauche. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut simplement voir la contradiction avec le corpus marxiste, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, on en vient maintenant au problème. Donc, d'un côté, l'organisation sociale du travail, l'organisation sociale du travail est une contrainte qui détermine les rapports sociaux et dont il semble impossible d'échapper et à laquelle il semble impossible d'échapper, sans la mettre à bas totalement.
Mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, c'est par l'activité de production, c'est par l'activité de production que l'être humain non seulement survit, mais vit. Non seulement il survit, mais il vit. C'est-à-dire qu'il trouve dans le travail un sens à son existence. D'où la question, faut-il se libérer du travail? Ok. Donc petite reprise sur la méthode. Le problème, c'est la contradiction, la tension entre deux thèses possiblement défendables sur le sujet. Et en fait, vous comprenez que le rôle du problème dans une introduction, c'est de justifier le sujet. C'est de montrer pourquoi la question se pose vraiment. Et la question se pose vraiment, non pas parce qu'il n'y a pas de réponse, mais parce qu'il y a deux réponses possibles. Au moins deux réponses possibles. Est-ce que ça va, ça? Alors, on va commencer par la question de l'esclavage, parce qu'elle me semble centrale chez Aristote, dans les Politiques, livre 1er, chapitre 3. Donc, les Politiques, livre 1er, chapitre 3. Je vous lirai le texte, je ferai en sorte que il vous soit distribué ce corpus à la rentrée. Faut-il se libérer du travail? Politique 1, 3. Voyons comment l'esclave est, par la nature de ses services, partie essentielle de la famille. Développons aussi la théorie de l'esclavage. Peut-être y a-t-il sur cette matière quelque chose de mieux à dire que ce qu'on en a écrit jusqu'à présent. En effet, les uns prétendent que les pouvoirs du maître, du père de famille, du magistrat et du monarque sont tous de même nature. Nous avons déjà parlé de cette opinion au commencement de cet ouvrage. D'autres soutiennent que le pouvoir du maître sur l'esclave est contre la nature. La loi, disent-ils, établit seule la différence entre l'homme libre et l'esclave. Or, la nature fait les hommes égaux, déjà, hein. On est au 5e siècle, il me semble, avant notre ère. Or, la nature fait les hommes égaux, donc l'esclavage est une injustice, attendu qui est le résultat de la violence. Le bien est un élément essentiel de la famille, donc le moyen d'acquérir ce bien est aussi partie de la famille, car il faut avoir le nécessaire pour vivre, et surtout pour vivre commodément. Voyez les arts dont l'objet est déterminé. N'ont-ils pas tous besoin d'outils particuliers pour la perfection de leur œuvre? Or, ceci s'applique également à l'économie domestique. Actuellement, il y a deux sortes d'outils. Les uns sont vivants et les autres inanimés. Ainsi, un pilote a un outil inanimé, qui est le gouvernail, et un outil animé, qui est le timonier, parce que l'ouvrier est, dans les arts, un véritable instrument. De même, le bien est un instrument essentiel à l'existence. Posséder ce bien, c'est avoir dans sa main les instruments nécessaires pour arriver à ce but. Or, qu'est-ce qu'un esclave? C'est un instrument animé dont on est propriétaire. L'esclave n'est, par sa nature, qu'un instrument plus parfait et susceptible de manier d'autres instruments. Ainsi, les statues de Dédale avaient un principe d'action, les trépieds de Vulcain, dit Homère, accouraient d'eux-mêmes au divin combat. Si un outil pouvait pressentir l'ordre de l'artiste et l'exécuter, si la navette courait d'elle-même sur la trame,
Si le plectrum, c'est-à-dire le vibrator, tirait spontanément des sons de la cithare, l'art n'aurait pas besoin d'ouvriers, ni le maître d'esclaves. Alors, que nous dit Aristote? Aristote se demande quelle est la nature de l'esclave. Et il répond à cette question en disant que la nature de l'esclave est d'être un instrument animé dont on est propriétaire. Un instrument animé dont on est propriétaire. Il commence par poser le problème de savoir, premièrement, quelle est la nature du maître? Qu'est-ce qu'un maître? Et deuxièmement, l'esclavage est-il contre nature? Premièrement, qu'est-ce qu'un maître? Un maître est le chef économique d'une famille. Le maître est le chef économique d'une famille. Or, dans des sociétés où il n'y a pas d'entreprise, si vous voulez, et où la famille est l'unité économique de base, il doit y avoir des maîtres. Dans des familles où l'économie ne repose pas sur l'entreprise, mais sur l'unité familiale, il doit y avoir des maîtres. Donc s'il doit y avoir des maîtres, il doit y avoir des esclaves. Autrement dit, ce que dit Aristote, c'est que la question de l'esclavage, elle est proprement liée à la structure économique d'une société. À partir du moment où l'économie d'une société est familiale, il va y avoir de l'esclavage. Il va y avoir de l'esclavage. Ça s'est vérifié. C'est-à-dire que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique ou dans les pays arabes, l'esclavage apparaît lorsque la structure de l'économie est familiale. Les plantations, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des familles. En Louisiane, dans les Caraïbes, dans les colonies britanniques. L'esclavage en Afrique, la traite intra-africaine, eh bien, c'est parce que les économies sont familiales, etc., etc. Donc, on comprend mieux ce que Aristote appelle la nature de l'esclave. Ce qu'il appelle la nature de l'esclave, c'est sa fonction économique. La fonction de l'esclave est d'être un instrument qui manie d'autres instruments. C'est un outil animé qui manie des outils inanimés. Et dont la finalité est de produire. Si on s'en tient à la stricte définition d'Aristote, il n'y a aucune différence entre ce qu'il appelle un esclave et ce que nous appelons nous un travailleur.
sur le plan de la nature, c'est-à-dire de la fonction économique. Bah, j'ai croisé ce matin en allant au lycée des ouvriers qui refaisaient la route. Ça fait plus d'un an qu'ils y sont, mais bon, passons. Euh, c'était des instruments animés qui utilisaient des instruments inanimés. C'est exactement ça, d'une certaine manière, euh, que dit Aristote. C'est ça la nature de l'esclave. La nature de l'esclave, c'est le travail. Et au fond, il n'y a pas de différence. Quant à la nature, je précise ça, quant à la nature, c'est-à-dire quant à la fonction du travail, entre ce qu'on appelle un salarié aujourd'hui et ce qu'on appelait naguère, plutôt jadis, un esclave. Quelle est la grande différence entre un salarié et un esclave? Oui, c'est-à-dire que le patron va louer la force de travail de son salarié, alors que le maître va l'acheter. Il va acheter à un autre maître la force de travail que le patron va louer. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant dans la fin du texte que je vous ai lu, je vous relis ces quelques lignes, ces 6 lignes. L'esclave n'est par sa nature qu'un instrument plus parfait et susceptible de manier d'autres instruments. Ainsi, et là il faut être attentif, les statues de Dédale avaient un principe d'action. Les trépieds de Vulcain, dit Homère, accouraient d'eux-mêmes au divin combat. Si un outil pouvait pressentir l'ordre de l'artiste et l'exécuter, si la navette courait d'elle-même sur la trame, si le plectrum tirait spontanément des sons de la cithare, on pense à l'auto-tuning, l'art n'aurait pas besoin d'ouvrier ni le maître d'esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? L'art n'aurait pas besoin d'ouvrier ni le maître d'esclaves. Ça veut dire deux choses. Premièrement, pour la pensée grecque, il n'y a pas de différence fondamentale entre le travail d'un ouvrier indépendant et le travail d'un esclave. La seule différence, c'est l'unité économique, soit l'entreprise, soit la famille. Et deuxièmement, il parle de quoi là, Aristote? À quoi est-ce que ça vous fait penser les trépieds de Vulcain, les statues de Dédale qui sont douées d'un principe d'action, c'est-à-dire d'une autonomie? Ces statues capables de bouger par elles-mêmes. Ça vous rappelle quoi? Hein? Une nuit au musée? Non, alors là, non, Yoann. Non, 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 non. Ça devrait pas vous rappeler ce film-là. Non. Ça devrait vous rappeler un autre film. Dans quel film il y a des statues qui bougent toutes seules et qui travaillent, qui sont au service d'un maître, d'un master? Master Anakin, Master Luke. Bah ouais. Autrement dit, ce que dit, donc évidemment, je faisais allusion à Star Wars, je faisais allusion à iRobot, je faisais allusion à Terminator, je faisais allusion à Alien. Ce à quoi Aristote fait allusion, ce sont les automates ou les machines autonomes ou les robots. Que dit Aristote? Aristote dit la chose suivante: si on était capable de créer des instruments capables d'autonomie, capables de faire ce que font des êtres humains, alors on n'aurait pas besoin de travailler. On n'aurait pas besoin de travail.
On n'aurait donc pas besoin d'ouvriers, et on n'aurait donc pas besoin d'esclaves. Ça va même plus loin que ça. Est-ce que vous avez vu cette série inégale, mais quand même assez prometteuse, Westworld, sur HBO? Donc c'est des touristes qui vont dans une sorte de parc d'attractions où ils sont plongés dans le monde du western. Et en fait, tous les personnages qui les entourent sont des robots. Et les robots peuvent pas faire de mal jusqu'à un certain point aux invités du parc d'attractions. Et le générique de cette série, c'est un piano mécanique. Vous savez, ces pianos de saloon qui jouent tout seul. Parce qu'il y a des espèces de cartes percées qui permettent d'activer les touches du piano. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure.